They had shackles on their legs. Across the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where they're. On l'appelle le polar, le noir, le thriller. C'est un univers sombre et désespéré, en ruine. Un territoire où la corruption, la cruauté et la folie des hommes ne sont combattus que par une poignée de justiciers brisés et violents. Le polar, un mauvais genre, s'est révélé en 1841, un soir où Edgar Allan Poe en a jeté les bases avec son double assassinat dans la rue Morgue. Depuis, de Conan Doyle à Camilla Lackberg, d'Hitchcock à Tarantino, d'Agatha Christie à Fred Vargas, les artistes du noir sont légion. Populaire, un roman sur 4 est un polar. Le genre attire chaque année des millions de lecteurs, de spectateurs et de joueurs. À Los Angeles, Buenos Aires, Séoul ou Athènes, les créateurs tendent un miroir sans concession aux spectateurs. Les histoires, les décors et les personnages qu'ils imaginent sont conformes à nos cauchemars. Quand vous embarquez avec le polar, c'est pour un voyage entre les tombes, au cœur du monde. Dans le polar, le décor est un élément majeur. Il traduit toujours un point de vue sur nos sociétés, une vision politique. Il y a autant de scènes de crime que d'histoires. Et à travers la description sans concession des lieux et de la société, les intrigues se déroulent. Dans le polar contemporain, l'endroit du délit est multiple. La victime est découverte dans la sphère la plus intime, l'intérieur d'une maison, l'arrière-cour d'un immeuble, le coffre d'une voiture. Qu'on retrouve le corps au cœur d'une forêt ou au centre de la cité ne raconte pas le même crime. De la Nouvelle-Zélande au bush australien, des ruelles de Mumbai à la jungle urbaine de New York, les auteurs explorent les paysages, villes, campagnes, montagnes ou déserts avec leurs obsessions et leurs armes. Les paysages font presque office de personnages. Je crée toujours deux types de paysages, le paysage personnage et le paysage lieu. Et les deux servent dans le roman à révéler quelque chose. Le paysage est dynamique, il change sans arrêt. Parfois, le lieu peut être gommé. Mais je pense que la plupart du temps, il permet de situer le contexte et d'améliorer l'histoire. Les décors sont des personnages aussi pour moi, de toute façon. Donc voilà, c'est évidemment le 36 quai les Orfèvres. Je tenais absolument à ce qu'on tourne au 36. Tout peut se passer, tout peut arriver tout le temps. Comme un corps, quoi, avec tous ses défauts, avec ses coups de gueule, ses larmes, ses rires. C'est un être humain à part entière. Quand on lit du Simenon et qu'on va en France, on essaie de voir les choses comme il les voyait. Quand je regarde un film noir, je vois d'où vient l'intrigue. Elle prend sa source dans l'histoire et la culture de la ville. Le polar vient des villes. Une mégapole la nuit, c'est un classique, presque un cliché. Un réseau de rues et de voies rapides, de quartiers, de communautés, de squats qui côtoient les villas de luxe.
Pour beaucoup de cinéastes, de créateurs et d'auteurs, la ville est le premier lieu du crime. Le Londres de Sherlock Holmes, le New York de NYPD Blue, le Shanghai des romans de Qiu Xiaolong, le Los Angeles de James Ellroy ou le Munich de Polizeihof sont les théâtres des plus grands crimes de fiction. Engrenage, c'est une série qui se passe à Paris, et dans un Paris qui est pas souvent montré comme ça. L'Est parisien, c'est des friches industrielles, quoi. Et la friche industrielle en elle-même, d'abord, elle offre beaucoup de décors. Il y a aussi une population très mélangée, il y a beaucoup de délinquance. C'est pas un quartier calme. Et pour moi, le polar va un peu creuser dans ce coin-là, quoi, un peu dans le caniveau, dans les poubelles. John le Carré, Len Deighton, Lou Reed, David Bowie, chacun se rend à Berlin avec en tête sa propre vision de la ville. Et cherche le Berlin qui lui correspond. C'est aussi vrai pour moi. Il y a là un certain état d'esprit. Dans mes livres, Berlin devient un personnage invisible et omniprésent. Johannesburg est un personnage central parce qu'il détermine comment les gens se comportent dans cet espace. Ils sont influencés par ce lieu, son histoire, sa politique, sa socialisation, sa culture. Les auteurs se servent toujours des lieux de façon intéressante pour créer une atmosphère ou provoquer un frisson, quelque chose qui vous tient en haleine. Londres est une ville de contraste aussi énormément, donc oui, tu avais les côtés les plus criminels de l'humanité qui pouvaient se retrouver ici, mais d'un autre côté, tu avais du progrès social, du progrès technologique. Je trouve ça toujours fascinant d'être capable de plonger un joueur dans un monde qui est aussi contrasté. Il y a des jeux qui se déroulent ou se situent à des époques différentes, d'autres qui ont un côté plutôt thriller ou mystérieux. Il y en a un qui est sorti il y a quelque temps. Il s'appelait Elle est noire et ça se passait à Los Angeles. LAPD, put down your weapons. The bank is surrounded. There she is. Chevy Impala, most popular car in the state of California. No one will be looking at you. Je jongle entre les différents protagonistes, mais la constante, c'est Los Angeles. Elle sera toujours ma muse. C'est censé être un bel endroit et pourtant, c'est comme un œil qui aurait un léger défaut qu'on n'arrive pas à corriger. Cette ville est paumée et il y a quelque chose de terriblement triste là-dedans. Je m'efforce de faire des films cinématographiques. Je veux que l'environnement soit actif, d'un point de vue dramatique. Dans Le Solitaire, le personnage de Frank est comme un rat se déplaçant dans la ville. Et je voyais Chicago comme un labyrinthe en 3 dimensions. Il n'y a pas de ligne verticale comme des immeubles qui iraient jusqu'en haut du cadre. On ne regarde pas la ville, on est dans la ville. Je crois que nous sommes les premiers à avoir eu l'idée de mouiller les rues pour que la lumière des lampadaires se reflète sur la chaussée.
Du coup, il y a les lumières et leurs reflets, et ce n'est plus une rue à la surface de la ville, c'est un tunnel. Une ville la nuit, c'est super. Comme il n'y a pas de ciel, on est dedans. C'est un décor intérieur puisque le ciel est noir. Le décor crée l'atmosphère du polar, c'est un personnage. Et au même titre que les héros de l'histoire, il génère l'intrigue. Ici, les lieux ont une âme. Le climat, les odeurs, les couleurs dessinent les paysages des romans, des films noirs ou des jeux vidéo. Du Cluedo à Elle est noire, le jeu fait partie du monde du polar depuis la première énigme, avec toujours le même objectif, remonter le fil de l'enquête. Plus que jamais, le spectateur devenu acteur de l'histoire se prend pour un détective. David Cage est passé par la musique avant de se consacrer aux jeux vidéo. Aujourd'hui, à la tête de Quantic Dream, il imagine des histoires complexes et immersives comme Heavy Rain, qui met en scène 4 personnages à la recherche d'un enfant enlevé, dans une atmosphère très noire pour un thriller sous forme d'enquête. On a créé cet univers qui est très sombre, il pleut tout le temps, on a beaucoup travaillé avec les lumières, on est dans des quartiers qui sont parfois malfamés. On joue un peu avec toute cette grammaire-là qui est parfaitement connue, qui permet vraiment aux joueurs de rentrer facilement là-dedans. Et puis une fois qu'il est rentré, on peut l'amener un peu où on veut et on peut un peu détourner les règles du genre et raconter une histoire qui pour le coup est un peu plus personnelle. Harry, comment? The victim is lying on his back. No visible signs of violence. La pluie, ça crée tout de suite une ambiance. Ça apporte l'idée qu'on est un peu isolé. Chacun est un peu replié sur lui-même. Il y a moins de monde dans les rues. La lumière devient différente. Le ciel se couvre. Ça apporte du bruit, ça apporte du mouvement à l'image. Donc tout ça, nous sert énormément. Heavy Rain se passe à Philadelphie. On est allé à Philadelphie sur place et on avait prévu de longue date avec la personne qui nous guidait à Philadelphie d'aller voir une maison modeste. Donc c'était une famille d'ouvriers et donc ils s'étaient mis d'accord avec eux longtemps à l'avance. Donc on arrive au jour convenu. Et en fait on se rend compte qu'il se passe quelque chose dans la maison au moment où on arrive. La petite fille du couple venait de mourir. Et évidemment tout de suite on s'est dit non mais attendez on va pas rester là, on va partir, c'est clairement pas le moment. Et en fait, les gens qui étaient là nous ont dit non, mais attendez, vous êtes venus de Paris pour venir voir notre maison, venez entrer. Et voilà. Et donc, on s'est retrouvés dans cette situation complètement invraisemblable de prendre des photos dans cette maison avec les gens qui étaient là en deuil. Et on a évidemment été très mal à l'aise. Et en même temps, ça a été quelque chose qui a été assez fondateur dans l'écriture du jeu. On a vraiment essayé de retranscrire ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Dans la géographie noire, les États-Unis, avec des décors spectaculaires et multiples, occupent une place singulière. Nous sommes au centre du genre. Hier, les grands maîtres d'Achille Hammett, Raymond Chandler, Howard Hawks ou Otto Preminger s'attachaient au Los Angeles ou au San Francisco d'avant-guerre. Aujourd'hui, Lawrence Block, Richard Price, James Gray ou Martin Scorsese redessinent la côte est des États-Unis et la ville est plus que jamais là. George Pelecanos est né et vit à Washington. Ses livres baignés de culture et de musique populaire chroniquent l'histoire contemporaine de la capitale fédérale. Mes livres se dérouleront toujours à Washington parce que c'est l'œuvre de ma vie. Prenez Hard Revolution par exemple. Si vous vous demandez à quoi Washington DC ressemblait en 68, lisez-le et vous le saurez. Si je dis qu'il y avait une maison blanche avec des volets bleus au coin de la 9e et de Euclid Street, c'est que c'était vrai. Si parfois George Pelecanos s'échappe à la trame de ces rues pour participer à l'écriture de séries, comme Sur écoute à Baltimore ou Trémé à la Nouvelle-Orléans, il s'attache sans perdre son souffle à représenter les difficultés du working class hero,
confronté à une société multiraciale. Quand il revient à la littérature, Washington le reprend toujours. On n'échappe pas à son destin. Je sais exactement ce que ça fait de tirer sur quelqu'un. J'étais chez mes parents. Ils travaillaient tous les deux ce jour-là. Mon pote et moi, on s'amusait avec le pistolet de mon père. C'était un 38 spécial. On était assis sur le lit de mes parents, on discutait. Je tenais le flingue comme ça. Mon pote était juste à côté de moi. J'ai commencé à appuyer sur la gâchette sans réfléchir. Et je lui ai tiré dessus. La balle est entrée ici, et elle est ressortie là, en emportant une partie de sa mâchoire. Il s'en est sorti. Ça s'est bien terminé, mais c'était horrible. Je parle même pas de ce que j'ai ressenti. C'était horrible pour lui. Les grosses cylindrées, c'est toute ma jeunesse. À 16 ans, tous les mecs en voulaient une. Les filles aussi, d'ailleurs. Ma première voiture, c'était une Camaro de 1970. Ça, c'est ma Mustang Bullitt. C'est une réédition de la voiture de Steve McQueen dans Bullitt. Le pot d'échappement fait le même bruit que dans le film. La culture populaire compte beaucoup pour moi. Je ne l'ai jamais ignorée. J'adore la musique, j'adore le cinéma. Ça, c'est sympa. C'est la couverture de l'album d'Ice-T, Power. Elle, c'est Darlene Ortiz. Devant et derrière, un grand classique. Elmore Leonard et moi, c'était un vrai gentleman, un de mes héros. Il a révolutionné le polar. J'ai passé toute ma vie ici. J'ai toujours observé les gens. Quand j'étais gamin, j'adorais prendre les bus qui traversent la ville parce que c'était l'occasion de scruter les gens et de les écouter pendant une demi-heure. J'ai mes endroits fétiches. Ils reviennent sans cesse dans mes livres. Strange pensait à Janine et à son cœur. Il pensait à Joe Wilder qui était tombé et à tous les gamins qui étaient encore debout. De l'autre côté des vitres de la voiture, les dernières feuilles mortes de l'automne chutaient lentement de leurs branches dans le crépuscule. Le cœur de l'automne pesait sur la ville à présent. C'était le moment de l'année que Strange préférait à Washington. Pour moi, un roman policier, c'est simple. Un crime ou un meurtre est commis dans le premier chapitre. Ensuite, le lecteur ressent comme un déséquilibre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans le dernier chapitre, le crime est résolu et le lecteur a l'impression que le monde revient à la normale, que tout ira bien. Moi, je ne crois pas à tout ça. Dans mes romans, il n'y a ni violence ni meurtre avant la seconde moitié du livre. Et ensuite, le quartier, le monde sont changés à tout jamais. Dans chaque pays, le polar porte un nom différent. Si outre-Atlantique, on l'appelle thriller ou crime fiction, en Allemagne, il est crimi. Nele Neuhaus est une de ses porte-paroles. La romancière a rencontré le succès dès Flétrissure, son premier roman, et Blanche-Neige doit mourir s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires dans son pays. Ses romans sont traduits dans plus de 20 langues et mettent en scène un couple de policiers au cœur de la bourgeoisie de la région de Francfort. Un ancrage régional pour des enquêtes qui bruissent des angoisses de l'Allemagne moderne. C'est important pour moi que tous les lieux que je décris existent réellement. Quand je sais où je vais placer un cadavre, je me rends sur le lieu et je l'observe précisément. Par exemple, dans Méchant Loup, l'écluse qui se trouve sur la Mayence, je m'y suis rendue de jour et de nuit, pour bien voir à quoi ça ressemblait.
Mes polars sont bien sûr très sombres, lugubres. Mais justement, c'est ce contraste qui est intéressant, entre cette belle région prospère et les mobiles crapuleux de mes meurtriers. Dans Méchant Loup, justement, c'est très important. Et je pense que ça s'inscrit très bien dans ce décor. Dans cette région belle, harmonieuse, prospère, il se passe aussi des choses terribles. C'est vrai qu'un meurtre est perçu comme plus choquant dans le contexte d'une société bien organisée où le niveau de criminalité est bas. On me demande parfois s'il est difficile d'écrire avec pour cadre Oslo, qui est une ville paisible. En fait, c'est l'inverse. Les Scandinaves, je n'arrive pas à les prendre au sérieux. Ils sont 7 millions d'habitants, et si l'on en croit tous ces romans policiers, chacun a déjà dépecé au moins 2 cadavres. Plus un endroit est paisible et meilleur sera le contexte pour y placer un meurtre. Salut! Les chiens m'aiment bien. À Altenheim, ce village idyllique où elle n'avait vu que monotonie et ennui, vivaient des gens brutaux et sans pitié sous le masque d'inoffensifs petits bourgeois. Si elle sortait de cette cave, elle ne ferait plus jamais confiance à personne. Au début, j'ai pensé que ça serait compliqué si quelqu'un se reconnaissait et s'imaginait que c'est de lui que je parle dans le livre. J'avais un peu peur que certains portent plainte. En fait, ils ont effectivement cru reconnaître des gens, mais jamais eux-mêmes, toujours leurs voisins. Il se trouve que dans mon cercle proche, j'ai déjà été confrontée à 3 meurtres. La cousine de mon mari a été assassinée, un ami très proche de notre famille et aussi le père d'une amie. Bien sûr, pas tous en même temps, tout au long d'une décennie. Mais ça m'a donné une toute autre perspective sur le travail des policiers. Il y a cette expression qui dit que quelqu'un qui a été confronté à un meurtre n'est plus jamais la même personne. Longtemps, la carte du polar ne montrait que 2 continents, l'Amérique du Nord et l'Europe occidentale. Profitant des ouvertures de la mondialisation, les paysages se diversifient et de nouveaux territoires se découvrent. La fiction criminelle est une clé pour comprendre notre vaste monde et des sociétés de plus en plus complexes. Comme une mauvaise herbe, le polar pousse de Reykjavik à Buenos Aires, de Hong Kong à Johannesburg, de Shanghai à Mumbai. On vit dans un monde tellement compliqué, tellement difficile et tellement peu sécure. Je trouve que le polar est une clé pour comprendre le chaos dans lequel on vit. Le roman policier peut être différent. Il peut parler de bien d'autres choses que d'un simple crime, se dérouler dans d'autres quartiers et explorer la vie de ceux dont on ne parle presque jamais dans la littérature américaine. Ma responsabilité, c'est de raconter l'histoire que j'ai ici et là, parce que je suis né ici. Je dois saisir ces vérités de mon pays, de mon quartier, certaines de ces choses, et je dois les intégrer dans mes histoires. J'ai entendu un poète des bidonvilles qui disait que le premier hôtel des pauvres, c'est le bidonville, et le deuxième, c'est la prison. Quand on regarde un film policier, on comprend beaucoup de choses sur l'endroit et l'univers dans lequel il se déroule.
Quand je raconte l'histoire de Wasseypur, en fait, je parle de l'Inde tout entière. Je parle des origines de la criminalité. Qui dit ressources naturelles, dit forcément conflit. Parce que la terre, elle, pourrait appartenir à n'importe qui. Mais elle appartient aux plus puissants. Et donc, ça pousse les gens à se battre pour la contrôler. C'est ce qui m'intéressait dans Wasseypur. Pouvoir raconter indirectement l'histoire du crime et de la politique en Inde. L'Inde est une nouvelle terre de polar. Les surfaces à cultiver sont immenses. Avec quelques précurseurs inattendus comme le cinéaste Satyajit Ray. Entre la réalisation du Monde d'Apu et des joueurs d'échecs, il fut l'auteur de romans policiers. Dans un pays passionné de cinéma et premier producteur de films au monde, Anurag Kashyap est une star. C'est un réalisateur sous influence qui vit en immersion dans le genre. Il dévore les romans policiers du monde entier et engloutit films et séries. Il a réalisé 11 longs métrages, dont Gangs of Wasseypur, fresque criminelle de plus de 5 heures, et Ugly, tous deux sélectionnés à Cannes. Avec Bombay Velvet, il plonge dans la criminalité indienne des années 60. Bombay Velvet m'a été inspiré par James Ellroy et son quatuor de Los Angeles. J'ai dit à mon co-scénariste, pourquoi n'y a-t-il pas d'histoire criminelle de Bombay? New York a la sienne, Los Angeles aussi, alors pourquoi pas Bombay? Il m'a répondu, si, il y en a une. Puis il m'a emmené à la bibliothèque du Congrès et m'a montré les archives. Quand je suis arrivé en ville, j'ai vécu dans la rue pendant plusieurs années. Alors je sais ce que c'est. Beaucoup de mes amis y vivent encore. Ce qui compte pour eux, c'est aujourd'hui et demain. Et quand on vit au jour le jour, l'instinct de survie est plus fort que tout. On est alors plus susceptible de commettre un crime. Et ça, pour moi, c'est un sujet intéressant à explorer. Pour moi, la violence joue un rôle crucial. La drogue, moins. Elle peut servir d'accessoire, mais le genre policier n'en a pas besoin. C'est un cocktail. Une femme aussi, c'est très important. J'ai tous les films de Jean-Pierre Melville. Les 10. Preminger compte aussi beaucoup pour moi. Tous les films noirs américains, australiens, Mystery Road, Once Were Warriors, Snowtown, The Rover. Et là, ce sont les Fritz Lang et les Sergio Leone. Je dois encore classer les nouveaux. J'ai toujours aimé le polar. C'est mon genre de prédilection. J'ai essayé de m'en éloigner plusieurs fois, mais je n'arrivais pas à créer le suspense. C'est en moi. Je me nourris essentiellement de ça. J'ai vu Black Coal, un film indien qui s'appelle Badlapur,
J'ai vu The Red Riding Trilogy à la télévision, True Detective, Les Salauds, un film français, Epitaphios, une série argentine, Le Traitement, un film belge. J'ai adoré The Killing et Le Premier Millénium. Men han överlever. Kan han ta emot besök? Lisbeth Salander är här. Il y a une vague de polar en Corée. Sympathie for Mr. Vengeance, Memories of Murder, Old Boy. Tous ces films sont très importants. Le cinéma coréen est très extrême. C'était la première fois qu'on voyait ça au cinéma. En fait, je ne sais pas à quel point vous connaissez l'actualité coréenne à travers les journaux, mais ce pays est un pays qui secoue beaucoup. Donc les gens sont vraiment très chahutés. La violence est une collision, si on l'aperçoit comme une collision entre les êtres, physique, concrète. Quand il y a eu toute cette déferlante de films violents et secs à la fin des années 70 et au début des années 80, je voulais imprégner mon film de cette ambiance qui caractérisait les films japonais de l'époque. La conclusion de ma réflexion sur ce que je peux apporter en tant que réalisateur en réponse aux malheurs des gens, c'est que personne ne peut vous consoler. Personne ne peut comprendre votre peine. Donc je me suis dit que c'est en faisant un film encore plus pessimiste que je pouvais peut-être les consoler. Aujourd'hui, je n'espère plus trop que la société change. Je préfère juste consoler ceux qui sont dans la douleur et être à leur côté. C'est dans ce sens-là que ma pensée a changé. Pour Hong Jin-na, comme pour beaucoup de créateurs de polar, la violence fait partie du paysage. Elle est frontale et agressive. C'est un révélateur. C'est par elle que les auteurs attaquent sans concession une société qu'ils veulent affronter. De Séoul à Paris, ils dessinent un décor sombre et trouble. Le monde est taillé par l'injustice, la corruption et la manipulation. Le polar s'en fait le reflet. Malheureusement, je dis bien malheureusement, je sais que je pourrais tuer quelqu'un. Si j'écris des bouquins aussi violents, c'est parce que cette violence-là, je l'ai. Hein. Je vide mes poubelles dans mes bouquins, quoi. Salut. Caril Ferret est un homme révolté, un enfant terrible du noir. Auteur de 15 romans, il explore des contrées éloignées. La Nouvelle-Zélande avec Aka et Hutu, l'Amérique latine aux prises avec la dictature dans Mapuche, et l'Afrique du Sud post-apartheid avec Zulu, adapté au cinéma par Jérôme Salle. Un jour, je lis un bouquin sur Che Guevara. Bon, Che Guevara, voilà, quand même un personnage sympathique, en tout cas, médecin à Cordoba, qui décide de faire le tour de l'Amérique latine en moto avec un pote, et qui découvre la pauvreté de ce continent, l'exploitation, le rôle des États-Unis là-dedans. Il devient dingue, et l'injustice l'écœure, et il devient Che Guevara. Bon. Et puis, hop, t'arrives à la fin du bouquin, et tu te rends compte que le conseiller de Barrientos, qui était donc le dictateur de Bolivie où Che Guevara a été tué, un des conseillers de ce mec-là, qui bossait avec la CIA, c'était Klaus Barbie, le même qui a tué Jean Moulin. Ah non, non, c'est pas possible ça. 20 ans après, ce fils de pute là, de Barbie, il est en train de traquer Che Guevara avec les Américains. Là, j'ai chialé pendant 3 jours et j'ai attrapé la rage. La rage totale, quoi. Et elle est toujours là. C'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a plein de morts, en fait.
C'est parce que là, j'ai trop la rage, quoi. Ça, c'était entre deux prises, le tournage de Zulu avec Orlando Bloom. Et là, il me disait, c'est super, je suis hyper content, c'est un petit film, mais je suis hyper content de jouer les bad boys, parce que j'en ai marre de tirer des flèches, habillé en blonde. Et il me dit, c'est ça que je réclame depuis longtemps, quoi. C'est la première fois qu'il avait la chance de faire un film où il était vraiment un bad boy, quoi. Bon, là, c'était des prises qui étaient dans les townships, il y avait des vrais bandits autour de nous et tout, donc c'était une ambiance particulière, quoi. Normalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est quand même les gens, hein. Mais avec des paysages pareils, forcément, ça déclenche des idées. Puis il y a un côté Sergio Leone que j'aime bien, en fait. Me retrouver, finir dans le désert ou dans des lieux un peu improbables, quoi. Ça me donne de la matière. Sur place, moi, je voyage, je rencontre des gens, je fais plein de trucs, mais je prends plein de notes, mais je me remplis plutôt du pays, quoi. Et quand je reviens, là, j'ai de la matière pour écrire, quoi. Parce qu'après, pendant 1 an ou 2, ça, je suis rempli, quoi. Mais je reste 1 mois et demi, pas plus. Si j'écris pas pendant 1 mois et demi, après je deviens violent. Envers moi-même. Et tout nourri. Enfin, tous mes héros, moi, quand j'écris, ils sont tous devant moi. Pierrot le Fou, j'ai Bonnie and Clyde, j'ai Strummer, j'ai Brel, j'ai Léo Ferré, ils sont tous là, en fait. Tous mes héros me regardent, là, et j'essaie d'être à la hauteur, quoi. Luce habitait le terrain vague voisin, 5 hectares laissés vacants en bordure de la gare ferroviaire de San Martín, que des centaines de familles souvent étrangères avaient investi quelques mois plus tôt dans l'effervescence et quelques coups de feu pour régler les contentieux. Francisco Torres, le maire, avait envoyé les forces de police, mais les squatteurs les avaient repoussés, revendiquant les terrains et l'accès à l'eau et l'électricité. Cal Chespan, c'était un tueur, en fait, américain des années 50, qui a passé 9 ans dans les couloirs de la mort et qui a écrit 3 livres formidables, d'ailleurs, vachement bien écrits. Donc mes parents ont rien trouvé de mieux que de me filer le prénom d'un condamné à mort. Et après, j'écris des carnages, donc je ne dis pas que tout est écrit, pas du tout, mais c'est quand même assez marrant. Le polar est une éponge qui s'imprègne des chaos de la société. À la fin des années 60, le monde a vibré de mouvements révolutionnaires inédits et libertaires. De mai 68 au printemps de Prague. Épousant cette tendance, le polar s'est réinventé. L'enquête est devenue sociétale et politique. La fin d'une certaine innocence. Très noir, le néopolar a tout basculé, se diffusant sur toute la façade méditerranéenne. De l'Italie d'Andrea Camilleri et de Francesco Rosi, à l'Espagne de Manuel Vázquez Montalbán, ou la France de Manchette et Jean-Claude Izzo. Des histoires décorées par la corruption, la mafia et la politique. La politique, c'est du polar. La politique, c'est de la violence, c'est de l'aventure. Chez les Russes, entre ceux qui gouvernent et la société, il n'y a pas d'entente. Ici, les responsables politiques usent toujours de la violence. C'est du pur polar. Le polar, c'est de la violence. La façon dont la politique est exercée aujourd'hui, en fait, lorsque j'observe les connexions, les déclarations, j'ai l'impression de suivre un roman policier. Le véritable coupable, c'est le système qui, en fait, a réduit toute l'humanité à sa seule relation avec l'argent et les institutions de l'argent. À mon avis, pour l'humanité, c'est une évolution criminelle, il n'y a aucun doute. Et s'il y a quelque chose qui m'intéresse en tant qu'écrivain, c'est comment je peux créer des fissures dans cette absolue perfection criminelle. Petros Markaris est un auteur engagé. À Athènes, il est à l'épicentre de la crise grecque.
D'origine arménienne, l'écrivain est né en 1935 à Istanbul. Scénariste de 8 films de Théo Angelopoulos, couronné à Cannes d'une Palme d'Or en 1998 pour L'éternité et un jour, ce n'est qu'à 57 ans qu'il s'invente une carrière de romancier de polar. Depuis, il a publié une série d'enquêtes de Kostas Charitos, un inspecteur de la police criminelle. Son enquêteur sillonne Athènes et chronique une crise économique annoncée sans issue et parsemée de cadavres. Quand la crise est apparue en 2010, j'entendais les politiques dire « Ne vous inquiétez pas, calmez-vous, on va prendre une mesure ou deux et dans un an ou deux, ce sera fini. » Mais moi, je savais que ça n'allait pas passer si vite. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire une trilogie. Quand j'ai annoncé ça, une jeune journaliste est venue me voir et m'a demandé « Monsieur Markaris, vous pensez que la crise va durer si longtemps que vous aurez le temps d'écrire 3 romans ?» Et moi j'ai répondu « Soyez contente s'il n'y en a que 3. » Maintenant, on en est au 4e tome, il circule ici et partout en Europe, et la crise est toujours là. Ces romans qui se déroulent à Athènes ne pourraient se dérouler nulle part ailleurs qu'à Athènes. Il y a une partie de mon personnage, Charitos, qui est exactement comme moi. C'est la partie qui voit la ville, ou plutôt qui voit et qui commente la ville et ses habitants avec ce regard ironique et souvent même sarcastique que j'ai moi aussi. Ma fille me dit parfois « J'en ai assez d'entendre tes blagues sur Athènes et les Athéniens, et ensuite de les lire dans tes livres, dans les mots de Charitos. Trouve quelque chose d'autre quand même. » Alors là, on s'entend parfaitement. Des bâtiments, il ne reste que les murs. L'intérieur est vide. Tout ce qui pouvait se revendre a été volé. Il n'y a plus que des sièges cassés, des portes brisées, des filets de butte déchirés. Les projecteurs qu'on n'a pas emportés gisent par terre en morceaux. Les débris d'une grandeur passée qui n'impressionnent plus personne. La Grèce entière n'est plus qu'un débris. De fait, une société qui vit dans un système capitaliste offre une énorme variété de sujets pour un écrivain de romans policiers. Il suffit que l'écrivain ne se limite pas, comme je l'ai dit, à une écriture qui pose des pièges au lecteur, pour l'induire en erreur quant au coupable. Mais qu'il comprenne que ce type de roman est un très beau véhicule pour parler de la société. Le but, c'est de vous divertir assez pour que vous restiez jusqu'à la fin de l'histoire. Mais si tout ce que j'ai fait, c'est uniquement vous divertir, alors honte à moi. Le polar est un genre puissant et impérissable. Pour le lecteur, c'est comme une chasse au trésor. Il faut deviner qui a fait le coup. Mais depuis 15 ou 20 ans, certains l'utilisent aussi pour critiquer la société. Le polar est toujours politique. Écrire, montrer, mettre en scène, observer, c'est politique. David Simon est un combattant, il veut changer le monde. Le showrunner, grand Manitou de Surécoute, série culte adoubée par Barack Obama, est passé par le journalisme. Il en a tiré la matière de 2 livres fleuves, Baltimore et The Corner, matrice d'une œuvre noire, sociale et engagée. L'Amérique est confrontée à un niveau de violence inouï, parce qu'elle a abandonné une tranche importante de la population à l'aube du XXIe siècle. On s'est débarrassé de la classe ouvrière parce qu'on n'en avait plus besoin. Elle était devenue obsolète. Et maintenant, ces gens créent leur propre raison d'être en vendant de la drogue dans la rue.
Rien d'autre ne peut assurer leur survie économique. Si le trafic de drogue n'existait pas, il faudrait presque l'inventer pour que l'autre Amérique ait une raison de se battre. Bring her in the boat? Hell no! She'll fall apart if we try to bring her in. What's the plan then? We'll hook her real good. We'll tow her slowly over to the pier. What's she look like? What do you mean? Well, how long you think she's been in? She's fresh. Legs are broke though. Probably a jumper from the bridge. C'est une belle soirée. On a nos bureaux ici. C'est là qu'on écrit nos histoires et qu'on fait une partie du montage. Mais les histoires viennent d'un peu partout. De l'autre côté du stade, c'est le quartier ouest. C'est une zone sensible. Même topo là-bas dans le quartier est. Baltimore ouest et est, c'est une autre Amérique. Quand je me suis attaqué à Surécoute, je voulais écrire une fiction à la manière des romans à point de vue multiple. Et là, j'ai eu une idée. Si je disais à plusieurs écrivains, on va tous écrire le même livre, ça donnerait quoi? Quand on écrivait Surécoute, chacun avait un certain nombre de scènes qui lui étaient attribuées. Alors évidemment, je voulais décrocher les meilleurs. Je ne voulais surtout pas qu'elles reviennent à Richard Price ou à Denis Lehan. Je voulais les garder pour moi. Alors on se battait pour rafler les scènes les plus intéressantes, celles auxquelles on pensait pouvoir faire honneur. On avait l'esprit de compétition. On se croyait tous meilleurs que les autres. Let me get a 10, Daddy. Let me get a 10. I need a 10. Get the fuck out of here now. I suck your dick for 15. Trick ass bitch, I said get. Don't you want to see my stuff? Ain't nobody want to see that stink box. Get your ass gone now. Let me get a 10, player. What the fuck is this? In the harbor? Yo, what the fuck y'all think you doing? We painters. See, we paint. Move the van out the way. Oh, you gonna like what I got, soldier. See, we paint. We paint. J'étais journaliste de faits divers. C'est arrivé comme ça, je ne l'ai pas choisi. J'ai commencé tout en bas de l'échelle. Le premier boulot qu'on m'a confié, c'était de suivre les patrouilles de flics la nuit. Ça a été une des meilleures années de ma vie et une des plus étonnantes. J'avais 27 ans et j'étais cynique, au sens poétique. Je regardais les flics enquêter sur des meurtres, sur cette ligne d'assemblage qu'est Baltimore. Cette ligne d'assemblage de mort et d'enquête. J'adorais ça, même quand c'était choquant. Et je peux vous dire que ça l'a été. Mais je me sentais privilégié de voir ces choses si extraordinaires par leur terrifiante banalité. L'argent est responsable de la plupart des actes de violence dans notre société. Voilà ce qui motive 70 à 80% des homicides à Baltimore. Alors oui, le grand jeu capitaliste, le système pyramidal du capitalisme cache, ou plutôt nourrit, la violence. Dans les codes du polar, les décors, les paysages et le lieu du crime sont des atouts maîtres. Le genre brille par sa puissance d'évocation et celle-ci passe par la peinture du contexte et de l'arrière-plan. Entre les protagonistes et leur géographie, il y a toujours un conflit. Et dans le regard des créateurs de polar, les décors ne lâchent pas la prise, dominent les héros. Le constat est sans appel, la ville enferme les criminels, la nature efface les victimes et la société étouffe les enquêteurs. Alors dans un sursaut, le polar se fait politique, se découvre militant des causes perdues. À travers le genre, les auteurs de romans, créateurs de jeux vidéo, showrunners de séries ou cinéastes, brossent le portrait sans concession d'un monde brutal. Et ce soir, le soleil se couchera de nouveau sur un paysage en ruine, laissant les hommes à leurs conditions.
N'ayant pas d'illusion, l'écrivain ne peut rien changer. Mais il peut aider les lecteurs à comprendre. Et c'est ça qui est important. Moi, je n'ai aucune réponse. Si j'avais la solution au problème des cités, par exemple, j'écrirais un manifeste, pas des romans. La littérature est plutôt censée soulever des questions. Et peut-être qu'un jour, des gens plus intelligents que moi pourront y répondre. C'est bien sûr une très grande ambition pour un auteur de vouloir changer le monde. Je ne crois pas que moi et mes polars puissent faire bouger les lignes, mais il serait absurde pour moi de me lever le matin et de me dire en allant travailler « Aujourd'hui, je ne vais pas changer le monde ».